c'était évidemment une évidence d'être là ce soir pour dire combien est-ce que l'hémicycle avait eu un parcours assez édifiant. Bravo à l'hémicycle et longue vie à l'hémicycle surtout. Ce que j'aime dans la politique, c'est servir tout simplement, servir mes concitoyens. Vous savez, quand le matin je me lève, je sais pourquoi je me lève, je sais que je vais prendre un certain nombre de décisions qui peuvent changer le cours d'une vie. Je connaissais la vieille version de l'hémicycle. Et un jour, chez une amie, j'ai vu ce nouveau magazine qui portait le même nom. Et j'ai appris que c'était une nouvelle version, je l'ai feuilleté. Ça raconte la politique, ça raconte le Parlement. Il y a de très belles interviews des personnalités politiques. Il y a des choses que je découvre, que j'apprends. Et ça, c'est important. Vous savez, l'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers. C'est notre dénominateur commun. Donc la force de la politique, c'est de faire sortir ce dénominateur commun, de s'y tenir et d'essayer d'y apporter des réponses. La vraie politique, en fait, c'est sur des idées qui peuvent être divergentes, différentes, et qu'on peut discuter avec des positions clairement affirmées qui permettent de se distinguer. Pourquoi je lis Hémicycle? Je lis Hémicycle parce que je pense que ça va justement parler de la politique, mais en tirant vers le haut, vers une certaine rigueur. On essaie vraiment d'aborder les sujets qui vont être les sujets ou qui sont les sujets d'angoisse, de réflexion, d'interpellation de la société française. Et les aborder avec les bons acteurs du monde économique, du monde politique, du monde social, du monde syndical, pour que tous ces gens avec de la place dans l'hémicycle puissent exposer leur point de vue. Et surtout de recréer une sorte de symbiose entre les Françaises et les Français qui sont des électeurs et le monde politique qui est en souffrance parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient plus. La politique, c'est la vie de la cité. C'est le débat d'idées, c'est la confrontation des idées, des projets, des perspectives pour la vie de la cité, pour l'avenir du pays. C'est ça qui est passionnant. L'hémicycle doit être une caisse de résonance, en fait, des meilleures idées. On a 87% des jeunes qui ne vont pas voter. Donc comment on fait pour que cette République devienne une République de solutions? Ce que j'aime dans la politique, c'est l'espoir. C'est que même dans un contexte où on dit que la France est un pays morose, inquiet, en colère, interrogatif, critique, il y a toujours une passion politique qui traverse notre pays. C'est une belle revue, je souhaite qu'elle puisse jouer son rôle de forum en quelque sorte, mais de forum de la pensée et des idées. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes connectés, vous êtes ici dans cet auditorium pour cette première émission Défi 2022 pour décrypter l'élection présidentielle. Nous sommes dans l'élection présidentielle pour les décideurs. On va en parler évidemment avec un invité. Je fais monter un peu le suspense, je ne vous dis pas qui sera là dans quelques instants, mais je vais vous présenter ceux qui sont avec moi sur ce plateau pour vous donner l'esprit de cette émission Défi 2022 qui va nous conduire jusqu'en mars 2022, c'est-à-dire à quelques semaines du premier tour de cette élection présidentielle très attendue. À mes côtés, Laure Salvin. Bonjour Laure, présidente et directrice Kantar Public France, avec un sondage sous le bras, Laure, on en parlera dans quelques instants, sondage exclusif. Mathieu Gabet est avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes président d'EPOCA, partenaire de cette émission Défi 2022, et puis Éric Revel, directeur de la publication de l'Hémicycle. Un petit mot, Éric, d'abord sur l'esprit, parce que c'est intéressant d'inaugurer une émission politique de fond. Je crois que vous tenez beaucoup à ce mot de fond. C'est pas une course de petits chevaux. Non, c'est pas une course de petits chevaux. Nous, on n'est pas dans la punchline, on n'est pas dans la polémique politicienne. Ce qui intéresse l'Hémicycle, qui est une revue trimestrielle de belle qualité, c'est de faire vivre le débat démocratique. Or, nous, on considère à l'Hémicycle, avec Romain Rousseau, rédacteur en chef, que ce pays a besoin plus que jamais de débats de fond, de débats démocratiques. On a besoin, bien sûr, des députés, des sénateurs, de la classe politique pour faire vivre ce débat. Donc, c'est tout le challenge depuis 2 ans de la revue L'Hémicycle, qui a fait peau neuve autour vraiment de thèmes de fond. Évidemment, on est très heureux d'être associé à cet événement avec EPOCA et Kantar, et également le Figaro qui s'est associé, qui relaiera les résultats de ces sondages. Mathieu, l'esprit de cette émission, je le redis, sur des thématiques. Alors aujourd'hui, on a démarré très large, on en parlera avec notre invité, dont je ne vous dévoile pas le nom. On parlera de l'élection présidentielle, du rapport des Français alors à l'élection présidentielle. C'est une émission sur le fond.
sur la réflexion. Et ce qui nous a intéressé, Arnaud, c'est de faire en sorte que cette émission Défi 2022, qui va nous accompagner effectivement jusqu'à la présidentielle, elle nous permette d'aller analyser les attentes et les comportements des Français sur des sujets, sur des thématiques qui vont être aussi absolument clés pour les décideurs. Et c'est ça qui nous importait chez Epoca, et c'est pour ça que ce partenariat avec l'Hémicycle et Kantar nous paraît particulièrement intéressant, et le fait de pouvoir aller regarder ce qu'il en est en termes d'attentes et de comportements sur le sujet de l'écologie, sur le sujet de l'immigration, etc., va être très intéressant, et on va avoir la possibilité d'annoncer une dizaine de jours avant le premier tour le vainqueur de l'élection présidentielle. Donc il faudra évidemment nous suivre jusqu'au bout. Mais évidemment qu'on va vous suivre, parce que c'est un risque quand même, Mathieu, l'annoncer là. On est quoi, le 21 octobre, on est bien d'accord. Voilà. Le 21 octobre, dans Défi 2022, Mathieu Gabet nous dit en mars, eh bien on vous donnera le nom. Eh bien, on vous prend en mot et on sera là, évidemment, Mathieu. C'est un vrai plaisir. Laure Salvin, quelques mots, parce que des sondages, on va en avoir beaucoup tout au long de cette campagne présidentielle. Ça a déjà commencé. Le sondage que vous allez nous proposer dans quelques instants, c'est un sondage sur le fond avec des questions ouvertes. Ça, c'est très intéressant sur la méthodologie. Tout à fait. C'est vrai qu'en tant qu'acteur du débat public, au sortir des élections régionales et départementales, on n'a pas pu s'empêcher quand même de se poser des questions sur cette forme d'indifférence électorale qu'on a pu voir chez les citoyens. À quelques jours du scrutin, un Français sur deux nous disait que l'émotion principale qu'il ressentait quand il pensait aux élections régionales, c'était l'indifférence. Et nous, on a voulu faire quelque chose justement. Pourquoi cette indifférence, nous disait-il? Parce qu'on ne parle pas des sujets qui les intéressent, parce que les débats sont trop conflictuels, sont trop agressifs, et eux, ce dont ils ont envie de parler, c'est effectivement du contenu, des enjeux, ouvrir un petit peu le débat pour parler du fond et profiter de cette campagne présidentielle pour parler des sujets qui les intéressent. Laure, autorisez-moi, évidemment, Eric ne va pas me l'interdire, l'hémicycle avec cette Marianne de dos, voilà, qui ouvre visiblement une pharmacie, qui est en train de regarder ses médicaments. Donc c'est du concret, c'est la Marianne. Vous avez vu qu'on écrit penser l'état d'après avec un A, c'est-à-dire qu'il faut à la fois penser, réfléchir, mais aussi penser, parce que l'État... Au sens de la maladie, l'État est malade. L'État est en difficulté, oui. Merci à vous, messieurs, de nous avoir éclairés. Défi 2022 commence. Il y a des petits comme ça, il y a une petite ère de campagne, d'émission de campagne électorale, alors que nous ne sommes pas en campagne électorale, mais c'est très intéressant de démarrer évidemment dans le vif du sujet. Quelques images, tiens, pour découvrir l'esprit que porte l'hémicycle, cette belle revue, avec en une pensée l'état d'après. Quelques images, et puis je vous présente évidemment, parce que vous l'attendez, l'invité, le premier invité de Défi 2022. Bonjour à toutes et à tous, Défi 2022 avec notre premier invité pour décrypter l'élection présidentielle en direction des décideurs avec un sondage exclusif. Laure Salvin est à mes côtés, directrice Kantar Public, avec ce sondage exclusif pour le partenaire Epoca et l'hémicycle, relayé d'ailleurs dans les colonnes du Figaro, et notre premier invité, Manuel Valls, merci. Ravi de vous accueillir sur cette première émission Défi 2022. Ancien Premier ministre, vous avez vécu ces attentats, peut-être on en parlera, parmi ces moments qui ont borné votre vie politique. Et puis vous avez été évidemment très très longtemps député socialiste avant de claquer la porte du Parti socialiste, député de l'Essonne. Laure, on voudrait commencer par votre regard simple, en quelques mots. Comment vous la regardez, cette élection présidentielle? Vous votre parole est libre, Manuel Valls.
Je crois, comme celle de François Hollande depuis quelques jours d'ailleurs. Comment vous la regardez cette campagne ? Mais d'abord comme vous, avec passion, parce que c'est un moment passionnant, c'est l'élection clé, déterminante pour l'avenir de notre pays. On a tendance à dire que chaque élection présidentielle est clé, la plus importante. Mais c'est le cas et sans doute peut-être encore davantage aujourd'hui. Donc je la regarde avec passion, parce qu'en plus la politique c'est ma vie et parce que j'aime mon pays. Et puis je la regarde aussi avec inquiétude, parce qu'on sent que le pays est en train de basculer, que le système politique marche sur la tête, qu'il n'y a plus de partis qui structurent la vie politique, et parce que nos compatriotes, vous venez de le dire, sont aussi marqués par l'indifférence. Et d'ailleurs, l'abstention peut être aussi l'un ou l'une des invités de cette élection présidentielle. Alors, Laure, vous êtes venu avec ce sondage exclusif, rappelons-le, des questions ouvertes, il faut le préciser, c'est pas la course de petits chevaux pour savoir si Éric Zemmour, peut-être aurons-nous l'occasion d'évoquer Éric Zemmour, qui finalement est en train de monopoliser, de vampiriser cette campagne, mais la première question que vous avez posée, c'est l'élection présidentielle est un moment très important de la vie politique des Français, et on va voir évidemment cette animation. Oui. Alors, Manuel Valls, on défonce un peu une porte ouverte, Laure. Oui, mais en même temps, je trouve que c'est important aussi de le redire. Et vous parliez, Manuel Valls, de passion. Voilà, c'est aussi une preuve que les Français restent passionnés et restent intéressés par la politique. Donc 92% des Français nous disent que l'élection présidentielle est un moment très important de la vie politique française. Et d'ailleurs, je trouve ça très intéressant parce qu'on a pu dire justement aussi au sortir des élections régionales, départementales, qu'il y avait une indifférence politique, que les Français ne s'intéressaient plus à la politique. C'est faux en fait. On a plutôt même dans nos enquêtes des indicateurs qui nous montrent qu'au contraire, les Français s'intéressent de plus en plus, il y a un petit regain pour la politique et l'action politique évidemment aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'en comparaison, quand on regarde les élections législatives, effectivement, ils sont un petit peu moins nombreux à considérer que c'est quelque chose de très important dans la vie politique française. Et ça aussi, je trouve que ça nous remet un petit peu à notre place, c'est-à-dire que ça signifie chaque chose en son temps. Là, c'est le temps de la campagne présidentielle et c'est aussi ce qu'on a voulu faire avec l'hémicycle dans le cadre de ces sondages, c'est prendre le temps de la campagne, étudier, décrypter les enjeux des Français, explorer aussi leurs ressentis parce qu'une campagne électorale, il y a beaucoup de projets, de programmes, mais il y a aussi souvent l'expression de vision, de valeurs aussi qui s'expriment et c'est ce que nous allons essayer de décrypter en tout cas ce soir et qui nous a intéressés. Juste d'un mot, j'allais dire c'est assez classique, 92% des Français considèrent que l'élection présidentielle c'est la mère des élections, on va aller voter, un peu moins pour les législatives. Et quand on parle, quand on échange avec des femmes et des hommes politiques, on vous dit mais attention, peut-être que celles-ci, les législatives auront une place plus importante, peut-être que celui qui sera élu en avril prochain aura peut-être du mal à trouver une majorité. Est-ce que vous êtes sur cette idée-là ou pas ? Cela dépend tellement de l'élection présidentielle que les Français considèrent évidemment comme leur élection. Il s'agit de désigner le président ou la présidente de la République. Du côté monarchique. Pas seulement, oui, mais qui incarne la nation, la voix de la France, qui a la responsabilité de la dissuasion nucléaire, etc., etc. Et en plus, les Français considèrent que c'est lui qui a tous les pouvoirs, y compris pour régler des problèmes du quotidien, ce qui est une forme d'ailleurs de contradiction, presque de schizophrénie que vivent les présidents de la République, surtout depuis 2007, avec des présidents élus pour la première fois, avec le quinquennat. Inversion des calendriers aussi. Avec ce qu'on appelle l'inversion du calendrier. Ce qui veut dire que l'élection législative pour les Français est presque une formalité. Il s'agit de donner la majorité au président de la République. C'est essentiel d'ailleurs pour pouvoir gouverner. D'où ma question, d'où la difficulté. Alors ça dépend vraiment de qui va être élu à l'élection présidentielle. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des hypothèses, on le dit peut-être à chaque fois. Rappelez-vous que pour Emmanuel Macron, on disait qu'il n'aurait pas la majorité à l'Assemblée nationale. Les Français sont d'une intelligence confondante, comme disait Michel Rocard. En tout cas, ils sont cohérents. Donc s'ils élisent un président de la République, en général, ils lui donnent une majorité. Mais l'abstention aidant, la fragmentation du paysage politique étant évidemment une donnée essentielle,
il peut en effet y avoir des surprises aux élections législatives. Attendons. Vous la regardez comment Ne sautons pas les étapes. Pas les étapes et encore moins le premier tour de l'élection présidentielle qui est tout à fait fondamental. Qui est fondamental. Je crois effectivement que c'est ce qu'attendent aussi les Français, hein, c'est-à-dire justement qu'on ne nie pas cette première étape dans cette séquence électorale qui est le premier tour de l'élection présidentielle. Et si on venait à le faire, je pense qu'on le paierait très cher. Oui, avec d'ailleurs une donnée, c'est que aujourd'hui, les principaux leaders, pas tous, mais les principaux leaders et peut-être favoris pour l'élection présidentielle, c'est tout le paradoxe, sont forts dans l'opinion, mais sont faibles localement. C'est vrai d'Emmanuel Macron et d'En Marche, c'est vrai de Marine Le Pen et du Rassemblement national, c'est encore plus vrai pour Éric Zemmour, c'est vrai évidemment pour Jean-Luc Mélenchon. Ils ont peu d'implantation et ils ont des mouvements, ils n'ont pas de parti. Alors que les partis traditionnels qui ont plutôt montré une forme de résistance, les Républicains et le Parti socialiste, au régional et au municipal, un an avant, ont un problème de leadership, d'incarnation et pour le moment, soyons très prudents, ont du mal à être présents au second tour. Enfin, ils ont un problème de leadership, vous voulez dire, il y a trop de personnalités à droite, qu'il y a trop de monde finalement. Puisque là c'était cette primaire qui n'en est pas une, qui est un congrès. C'est une campagne présidentielle, j'aborde sans doute des thèmes que vous avez abordés, c'est une campagne présidentielle qui est longue, on l'oublie, c'est un peu le Tour de France, non? Avec des étapes de plaine, de montagne, des faux plats. Sans le Danemark, hein, par contre. C'est très long, c'est le vrai Tour de France. Et donc là, on est dans un moment, je crois, important où au fond, avant de rentrer dans le détail des propositions, et moi je crois qu'il faut respecter les Français, c'est très important, mais on sent bien que les principaux thèmes, les thématiques de ce qui va, sauf accident et événement, ça peut arriver, le thème qui va dominer. Moi, je pense que le thème qui domine, ce qui explique l'intérêt d'ailleurs pour Éric Zemmour, c'est au fond le récit national. C'est l'existence même de notre pays face au bouleversement du monde, à la montée en puissance de la Chine, à l'éloignement de l'Amérique, aux questions démographiques, l'Afrique, mais nous aussi, l'Europe qui... La France dans le monde. La France dans le monde, qu'est-ce que nous devenons de là où nous venons, notre histoire, ce grand pays qui parle encore au monde, et comment nous allons résister, et donc les thèmes du déclin, de notre autonomie stratégique sur le plan industriel ou militaire, bref, qu'allons-nous devenir? Et l'élection présidentielle, elle est faite pour ça. Ensuite viendront des propositions, mais ça c'est très important. C'est pour ça que les gens sont attentifs à ceux qui évoquent un récit. Fut-il galvaudé, faux, je crois, d'Éric Zemmour, mais en tout cas, l'idée du récit. Qu'est-ce que nous sommes, nous Français? J'étais frappé par une enquête, je crois, qui vient d'être publiée, sur le fait que les Français avaient adhéré à l'idée, je mets des guillemets, du grand remplacement. C'est vrai. Donc ça montre bien qu'il y a une forme d'angoisse, on va le dire ainsi. Angoisse ou réalité, Manuel Valls? Parce qu'il y a des mots. Et encore une fois, loin de moi l'idée de vous rapprocher d'Éric Zemmour, mais sur certaines... C'est gentil, ça commence bien. Évidemment, on commence bien, enfin on commence doucement, mais il y a des thématiques fortes. On se souvient, lorsque vous évoquiez l'apartheid social, territorial, ethnique, que vous dénonciez un certain nombre de choses, ça vous a d'ailleurs été reproché, hein, vous étiez au pouvoir, on vous a dit, mais qu'est-ce que vous dites, Manuel Valls? C'est très important de ne pas nier. Vous avez dit des mots aussi forts. Il ne faut pas nier, si les Français ressentent ou vivent une réalité, les deux étant vrai, vous voyez, je fais une habile synthèse de votre provocation, mais c'est cette réalité et cette angoisse, on ne peut pas la nier. D'ailleurs, il y a des études, Kantar l'a fait, les papiers de l'hémicycle, des livres qui montrent l'angoisse des classes moyennes, de leur déclassement, des territoires urbains, périurbains ou ruraux. Il y a une réalité notamment qui, dans toutes les grandes sociétés occidentales et industrielles, touche les classes moyennes. Donc il y a cette réalité, il y a un vrai sujet dont on voit bien qu'il est synonyme d'impuissance, qui est celui de l'immigration. Donc derrière, les récits vont, j'espère, et doivent se poser. Un récit, je dirais, qui s'inscrit dans une tradition française qui a une existence depuis d'un siècle, une forme de déclinisme, d'angoisse. Il faut qu'il y ait un récit, mais ancré dans la réalité, qui dise non, nous sommes un grand pays, il faut faire des réformes importantes sur le plan industriel, économique, social, éducatif, culturel, migratoire, etc. Mais ce pays a encore des atouts pour aller de l'avant. Donc vous êtes porteur d'espoir. Je ne veux pas déflorer le sondage, puisqu'on a un slide très intéressant sur le pessimisme ou l'espoir, mais faites partie de ces Français dont la voix dit nous avons encore notre mot à dire et notre place. Je pense ne pas me tromper quand je dis les Français sont parfois plutôt optimistes pour eux-mêmes,
et pour leurs familles est plutôt pessimiste d'un point de vue collectif. Or, la politique, c'est quoi? C'est précisément de réussir à faire le lien entre l'individuel et le collectif. C'est ça la vie de la cité. Moi, vous savez, je pense que l'histoire, elle peut être tragique. Je l'ai vécu comme chef du gouvernement. Je pense que nous sommes dans un monde dangereux. Quand on évoque aujourd'hui une possibilité, vous vous rendez compte, on parle même d'une troisième guerre mondiale du fait de l'annexion de Taïwan par la Chine qui obligerait les États-Unis, mais l'ensemble de la communauté internationale à réagir. Donc c'est quand même des sujets lourds, graves. De ce point de vue-là, il faut faire attention à qui on confie quand même la dissuasion nucléaire dans notre pays. Mais là où je suis optimiste, c'est que j'aime mon pays, parce que je pense que la France a, à travers sa langue, son économie, son agriculture, sa culture, les Français eux-mêmes, la France a des atouts. Mais il faut les rassembler pour affronter les défis du monde, bien sûr. Une question avant de découvrir les sujets prioritaires des Français, parce que vous avez commencé à déflorer tous ces thèmes, évidemment, et on va les voir. C'est assez intéressant, parce qu'il y a évidemment les thèmes de sécurité et d'immigration, mais il y a aussi des thèmes du quotidien. Pouvoir d'achat, évidemment, le coût de la vie, puisque c'est l'actualité des derniers jours. Juste un mot sur la notion de déprésidentialisation. Il y a un vrai débat sur la personnalité du chef de l'État et du président, une sorte de rapport un peu monarchique, le palais de l'Élysée, la façon dont on gouverne. Il y a des candidats, je pense le dernier en date à Yannick Jadot par exemple, et d'autres qui disent il ne faut pas donner autant d'importance au président. Quel est votre regard sur cette question de la présidentialisation, de la personnalité et du pouvoir qu'on lui donne? Mais dans toutes les sociétés démocratiques, même là où il n'y a pas un régime présidentiel, il y a une recherche de leadership. Enfin, Angela Merkel, qui a gouverné évidemment à l'allemande, primus inter pares, c'est-à-dire avec une coalition dans son propre parti, avec des landes, bien sûr, c'est-à-dire des régions puissantes à exercer un leadership. C'est partout vrai. C'est le cas de Boris Johnson, qui est pourtant Premier ministre d'un régime particulièrement parlementaire. Non, moi je pense que la question du leadership, de l'incarnation, le fait qu'on assume une politique, c'est notre identité. Le problème, c'est qu'on désigne des présidents qui sont candidats pour la première fois, avec un mandat relativement court, et jeunes plutôt, avec en tout cas beaucoup d'énergie, et qui sont confrontés à cette difficulté que j'évoquais tout à l'heure, se mettre dans les habits du général de Gaulle, l'incarnation. On en parle beaucoup du général ces derniers temps. Et a raison, parce que c'est le personnage de notre histoire moderne. Et de l'autre côté, il doit régler les problèmes quotidiens. Le pouvoir d'achat, la vitesse sur les autoroutes, les questions économiques, les prix agricoles, etc. En revanche, je pense qu'il doit y avoir un vrai débat, mais pas après, avant, sur nos institutions, rôle du Premier ministre ou pas, quel rôle pour l'Assemblée nationale, quel contrôle, et sur l'exercice du pouvoir. Parce que là, c'est un vrai sujet. Et moi, je suis convaincu que pour régler 4-5 grands sujets, qui est le niveau d'éducation des Français, l'investissement dans l'avenir, les questions européennes, un nouveau pacte pour l'immigration qu'il faut sans doute arrêter, etc., il va falloir des coalitions très larges. C'est ce que vous portez d'ailleurs, vous dites. Et rassembler. On ne peut pas transformer en étant dans des clans. Non, parce qu'on a besoin de la durée. On a besoin du temps pour des réformes puissantes, et y compris pour gagner en autorité dans les bras de fer qui seront nécessaires avec l'Europe. Donc, la manière de gouverner, et on voit bien que la manière de gouverner d'Emmanuel Macron, cette qualité de leadership incontestable. Jugé jupitérien pendant plusieurs mois. C'était son mot. C'était son mot, là. C'était son mot pour faire le contraire de François Hollande, en tout cas en termes d'image. Mais on voit bien qu'il a l'homme seul face au peuple, sans les corps intermédiaires, c'est-à-dire sans le Parlement, sans les élus, sans les partenaires sociaux, sans les associations, ça ne marche pas, parce que la confrontation d'une brutalité terrible, elle est dans la rue, dans un pays où les partis politiques sont déjà faibles. C'était la volonté du général de Gaulle précisément. Donc il faut faire très attention, parce qu'à ce moment-là, tout est possible, hein, et donc je pense que ce débat qui peut-être n'intéresse pas forcément beaucoup les Français, le rôle des politiques, c'est aussi parfois d'anticiper les sujets. Moi je pense que c'est très important, y compris s'il doit y avoir une réforme des institutions, il faut le dire avant, pour que ça soit possible, vite, pendant, parce que évidemment, sinon on a fait des promesses de réduction du nombre de députés ou de doses de proportionnelle, même avec une majorité de 320 ou 330 députés, l'affaire Benalla, c'est le cas, dès le début, c'est-à-dire en 2018, a arrêté net toute réforme de la Constitution.
C'est assez étrange. Effectivement, et la proportionnelle était dans les promesses, notamment d'Emmanuel Macron, qui n'ont pas été faites. Laure, j'évoquais ces sujets. Ce sera intéressant là de nous présenter les thématiques sur lesquelles, lorsque vous sondez les cœurs, les Français vous disent voilà, les 5 grands thèmes, c'est ceux-là, et c'est ceux dont on veut parler. Alors on va découvrir évidemment en images cette animation, un des éléments du sondage, sur les 10 sujets dont les Français souhaitent entendre parler le plus pendant la campagne présidentielle. Alors sans surprise, vous allez le découvrir, c'est la sécurité du quotidien, Laure. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est une question ouverte. C'est-à-dire que nous n'avons pas proposé des items aux Français. Ils répondaient spontanément. C'est eux qui ont répondu spontanément. Donc on leur disait, de quoi avez-vous envie d'entendre parler pendant cette campagne? Et on voit, vous voyez, les histogrammes sont assez intéressants parce qu'ils sont au même niveau, là, les 5 premiers quasiment. Il y a beaucoup de sujets dont ils ont envie qu'on entende parler, dont on parle, pardon. Emmanuel Valls le disait, je pense qu'il y a des sujets, même si effectivement ça relève plus de perception ou de sentiment, mais en tout cas ils ont envie qu'on en parle. Et par exemple, le premier, c'est la sécurité au quotidien. Quand il parle de la sécurité au quotidien, il parle des agressions dans la rue, des trafics de drogue, de la violence physique et verbale. Je pense que c'est un sentiment... Incivilité, ce qu'on appelle... Incivilité aussi, un sentiment aussi d'insécurité globale, qui peut être aussi un sentiment d'insécurité économique, hein, bien sûr. Il y a également aussi le terrorisme, et ça, je crois que c'est une des grandes craintes ces derniers mois et ces dernières années. En deuxième position, mais vous voyez, on est quand même 24-21%, la transition écologique en France. Alors moi, donc on a repris les termes des Français. Ce qui m'a intéressé, c'est ce terme de transition. Oui, je trouve ça. C'est eux qui le disent. C'est eux qui le disent. Je trouve ça très intéressant, écologique. Hein. C'est pas le mot techno utilisé parfois dans des documents, c'est la transition écologique. C'est pas que l'environnement, c'est pas voilà, c'est la transition. C'est plutôt techno d'ailleurs, transition écologique. Mais c'est plutôt éco. C'est éco, quoi. C'est l'idée. Il y a surtout l'idée de changement et de nous amener vers. Et je crois aussi comment on fait? Exactement. La transition, voilà. c'est un Et je crois que c'est aussi ce qu'on attend de la part d'un président. Vous parliez de vision. C'est aussi ça. C'est aussi comment ce président-là d'un point A à un point B. Voilà, va nous amener là-bas. Et puis la gestion de l'immigration, effectivement, un sujet qui est important notamment parce que pour la plupart des Français, c'est un sujet dont on ne parle pas, dont on n'ose pas parler. Et dont on ne sait pas parler, en fait. On ne sait pas parler sans avoir peur d'être catalogué. Alors, vous voulez dire qu'il y a une forme de tabou autour de ce sujet lorsqu'on est un citoyen, on se dit, oh là là, sujet sensible. Exactement. On ne parle pas d'Éric Zemmour, c'est ça que je voulais Non, voilà, dire. tout à fait. C'est quand on est citoyen, effectivement, on se dit, oh là là, attention, immigration, je ne voudrais pas... Froissé, gêné. Exactement. Mais on a envie, effectivement, que pendant cette campagne, c'est un sujet qui soit abordé, parce que c'est quand même un sujet qui intéresse les Français. On va en parler. Le coût de la vie. J'ai même le sentiment, Laure, je me permets de parler à votre place, mais que si on avait fait le sondage là, lundi, le coût de la vie serait peut-être arrivé en deuxième position, tellement on parle de cette question du coût de la vie. C'est vrai, de toute façon, ça va changer d'une semaine à l'autre. C'est ça va beaucoup bouger. Voilà, exactement. Ce qui est intéressant, ça va être de voir les grandes dynamiques. Et les retraites en 5. Le niveau des retraites, ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, c'est pas tant la réforme des retraites. Et ceci dit, la réforme des retraites, c'est quelque chose qui est vraiment dans la tête des Français depuis plusieurs années. Et quelque part, une majorité de Français, même s'ils ont peur que quelque chose soit fait, ont bien le sentiment qu'à un moment donné, on va falloir se résoudre à gérer ce problème des retraites. Donc, ce n'est pas complètement anodin, effectivement, cette question aussi des retraites. Et puis, dans un autre élément du sondage qu'on n'a pas présenté parce qu'il est très riche, dans un nuage de points, on voit que le mot retraite revient de manière très forte dans les propos des Français qui parlent de cette réforme qui n'a pas eu lieu puisqu'elle a été avortée liée aux Gilets jaunes. Commençons, Manuel Valls, par... Encore une fois, les sujets qui un peu vampirisent cette campagne. Parce que la transition, ce sont des sujets techniques importants. D'ailleurs, le coût de la vie est intimement lié à cette question de transition. C'est l'énergie, c'est le pétrole, c'est la voiture électrique qui est trop chère, c'est les bornes qui n'existent pas. C'est des sujets, je dirais, assez techniques. Là, sur sécurité et immigration, qu'est-ce que vous dites? Parce que celui qui a préempté la campagne et qui a imposé les thèmes à tout le monde, aux décideurs et aux Français, c'est Éric Zemmour. Sur cette question, il domine, il prédomine. Qu'est-ce que vous lui répondez? D'abord, sur l'immigration, c'est un thème qui est présent dans notre vie politique depuis 1983, 1984. Vous vous rendez compte, l'élection partielle à Paris, et surtout à Dreux, qui a fait surgir le Front National, qui a porté cette question. Je pense que sur l'immigration, on est, je crois que je le disais il y a un instant, sur deux thématiques. L'une, c'est le sentiment d'impuissance, c'est-à-dire, au fond, pour être honnête, les gouvernements mènent
depuis plus d'une quarantaine d'années à peu près les mêmes politiques au fil de l'eau. Et surtout, ils n'arrivent pas à appliquer la loi, c'est-à-dire sur un sujet fondamental qui est la reconduite à la frontière des déboutés du droit d'asile ou de ceux qui sont entrés de manière irrégulière à peine 5% de reconduite sur notre sol. Et c'est ça qui donne le sentiment d'impuissance, mais à tous les niveaux. C'est vrai pour les policiers, les gendarmes ou pour la police des airs et des frontières. C'est vrai évidemment pour les Français. Et donc, et c'est allié à l'autre thème qui est le sentiment au fond d'identité. Qu'est-ce que nous sommes Où allons-nous? C'est pour ça qu'on l'associe. Notre démographie, est-ce que nous allons dépendre d'autres pays ou d'autres continents? Donc sur ce sujet-là, moi je prône un accord très large parce que s'il s'agit de conforter le droit d'asile ou l'accueil des étudiants, par exemple, sachant que pour l'immigration du travail qui est plutôt aujourd'hui, et depuis longtemps d'ailleurs, pas la priorité, le vrai sujet c'est comment on reconduit à la frontière les centaines de milliers de personnes qui vivent de manière régulière sur notre sol et les déboutés du droit d'asile. Donc là il faut une politique forte, puissante, qui nous oblige sans doute... Donc de la fermeté sur cette question. Oui, qui nous oblige, je l'ai écrit dans une tribune dans le Figaro il n'y a pas si longtemps, à suspendre sans doute le regroupement familial, notamment la part concernant les mariages, à engager un débat avec l'Union européenne et puis avec les pays tiers pour les reconduites. Et ça, et bien sûr, et ça passe par une politique très ferme, pas seulement de la France, mais de l'Union européenne aux frontières communes. Là, il y a un vrai sujet, parce que continuer à ne pas appliquer la loi, ça ne marche pas. Et puis derrière, il y a un autre sujet qui est celui de ces mots valises. Intégration, assimilation, moi je suis pour l'assimilation, assimilation, mais comment on fait, là je ne parle plus de l'immigration, comment on fait pour évoquer ces ghettos, cet apartheid territorial, social, ethnique, qui existe là aujourd'hui, qui est une réalité dans plusieurs quartiers. Et là aussi, ça oblige à des politiques de peuplement et d'habitat. Vous savez qu'il existe un pourcentage obligatoire maintenant, depuis déjà un certain nombre, c'est la fameuse loi SRU, où les villes doivent construire 30% d'habitat social. Mais je pense qu'il faut faire aussi le contraire. C'est-à-dire pas plus d'habitat social dans un certain nombre de villes ou de quartiers. Et ça veut dire sans doute, mais là il y a, je le sais, un problème juridique et constitutionnel, le fait que dans certains quartiers, il ne peut pas y avoir plus d'un pourcentage et donc dans certaines écoles aussi d'étrangers. Donc tout ça, c'est toutes les conséquences sur les écoles, sur le niveau scolaire. Donc ce sujet, il faut le prendre à bras le corps parce que sinon, de toute façon, on va en parler au moment de l'élection présidentielle, on continuera après et on ne réglera rien. Je ne cherche pas à tout près vous faire parler d'Éric Zemmour, mais dans le débat... J'ai l'impression que vous insistez. J'insiste. Dans le bruit de fond médiatique, il y a cette espèce de propos lancinants, répétés d'Éric Zemmour, qui associe immigration et insécurité, qui fait des raccourcis. Et en même temps, vous avez des mots assez forts sur la fermeté, sur le fait qu'on ne puisse pas continuer à faire venir autant d'immigrés. Est-ce que, bien sûr, Marseille, vous avez eu des mots très durs. Vous dites, attendez, il faut tout refaire. Il y a des quartiers à raser, on reconstruit. Enfin, je veux dire... Oui, parce que j'ai l'expérience, si vous voulez. Mais est-ce que vous dites, le républicain que je suis doit se réapproprier sans détour ces sujets et de ne pas les laisser à Éric Zemmour? Il y a un certain nombre d'années que je dis que le problème, ça a été le vrai pour la gauche, mais des républicains en général, c'est d'avoir abandonné des thèmes, la nation, la patrie, et surtout les problèmes des Français. Oui. Il ne faut pas rester aux mots. On parlait sécurité, immigration, bien évidemment, à d'autres. La différence entre le populisme, c'est-à-dire le populiste prend toujours une part de la réalité pour se faire comprendre, et ensuite pour exagérer, pour aller chercher, évidemment, toujours un ennemi qui serait la cause de tous nos problèmes. Moi, je suis un gouvernant. Je suis non seulement un républicain, mais je suis un gouvernant. Donc, mais je suis conscient que si on ne change pas d'échelle, si on ne change pas de niveau, si on ne change pas surtout de politique de fond, on sera balayé, emporté par ceux qui disent des choses qui correspondent à ce qu'une partie des Français ressentent. Donc, sur les politiques migratoires, il faut un changement majeur. Vous savez, mais à chaque européen, fois, Manuel Valls, je m'autorise. Mais profondément, mais il y a, vous savez, seul, on peut rien faire. Enfin, je veux dire, le continent africain, qui est notre continent d'avenir, avec plus nous avons des liens puissants avec l'Afrique, où se joue l'avenir de l'islam, où se jouent des questions terroristes, où il y a des questions économiques, énergétiques majeures, où la question du changement climatique est fondamentale avec la désertification, mais aussi avec la question migratoire. Mais un pays comme le Nigeria va en 2050 compter 400 millions d'habitants, c'est presque l'Europe. Le Niger, le Mali vont compter à eux deux, ça doit être plus de 200 millions d'habitants. Donc on n'arrête pas
pas des gens qui ont envie de bouger, d'aller là où ils pensent que la vie sera meilleure. C'est-à-dire qu'il faut aider et investir puissamment dans ce continent. Il faut le faire pas seul. Sans doute la Chine, l'Amérique doivent y contribuer. Mais nous, on doit protéger nos frontières et penser à notre avenir. Donc c'est un débat considérable. C'est un débat de ce point de vue-là qui est existentiel. On a été bien seul à Barkhane, vous le confirmerez quand même, parce que là vous dites qu'il faut que tout le monde mette la main à la poche pour essayer de réinventer une politique. Sur Barkhane, je suis désolé, l'Europe nous a laissé faire. En matière de défense et de sécurité collective et de lutte contre le terrorisme, il y a 2 pays en Europe, je ne parle pas de l'Union européenne, capable de se projeter à l'extérieur ou qui était capable de le faire. La Grande-Bretagne, bien évidemment, mais qui est beaucoup moins présente aujourd'hui depuis des années. C'est pour ça que je crois que c'est un drame que la Grande-Bretagne soit partie de l'Union européenne. C'est un pays en plus qui a une histoire. Sans Churchill, nous ne serions pas libres. Et la France qui a une armée capable de le faire. Donc ça, c'est aussi, en effet, un autre enjeu. Mais je suis aussi intéressé par le débat que vous aviez sur la transition énergétique. Et justement, j'allais y venir, parce qu'il y a bien un sujet, vous allez dire que c'est un tropisme chez moi, sur lequel Zemmour enjambe ce sujet, puisqu'il ne peut pas le relier à l'immigration, c'est bien la question de transition écologique. On est d'accord? Alors ceci dit, justement, les Français, eux, ils font un lien aussi entre transition écologique, en tout cas réchauffement climatique, désordre climatique et puis immigration. Ça fait partie aussi de leurs inquiétudes. C'est vrai, quand on discute avec les Français, ils vont établir des liens. Et en tout cas, c'est une crainte à l'avenir de voir qui d'ailleurs contredit la thèse que je développais. Parce que... Les guerres, pardon. Mais pas du tout, mais c'est très intéressant. Les guerres, les conflits, la faim, la pauvreté font bouger les peuples. Le changement climatique, le réchauffement de la planète. Il faut toujours rappeler d'ailleurs que les premières migrations sont sud-sud. Les camps de réfugiés les plus importants sont aujourd'hui en Ouganda et au Nigeria, parce qu'il y a des mouvements de population. Mais là, ce qui est intéressant de l'écologie ou de la transition, c'est qu'on est à la fois sur des comportements individuels. C'est pour ça que c'est une idée qui marche, parce que les gens comprennent la manière dont on trie les déchets, dont on consomme, dont on n'utilise plus le plastique. Donc là, on est à la fois sur un comportement individuel, c'est très politique, et l'avenir du monde, de la planète, et de l'existence de l'être humain. Mais derrière, il y a des vrais sujets de fond. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est fort juste, on sait que l'énergie va être plus chère demain. Donc la question de la décarbonation, de l'avenir du nucléaire sont posées. Moi, je suis partisan, là, vraiment. Donc on laisse monter le prix de l'essence, Manuel Valls ? Comme Sandrine Rousseau qui dit après tout laissons l'essence à 2,50 puisqu'elle vient polluer. Et donc ça veut dire qu'il faut trouver sans doute souvent des dispositifs à court ou moyen terme, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une demande très forte de l'économie qui explique la montée du prix de l'énergie. Et puis derrière, il y a en effet toute cette transition, mais qui passe, pour ce qui concerne la France, par un choix déterminant, qui est le choix du nucléaire, qui sera sans doute plus cher que ce que nous avons connu jusqu'à maintenant, parce qu'il faut entretenir, rénover nos centrales nucléaires, construire des EPR. Et là, on ne peut pas sortir du nucléaire, contrairement à ce qu'on nous dit, on ne peut pas sortir du nucléaire. Ça, vous n'y croyez pas à l'idée qu'on peut faire éolien solaire et on s'en sort? D'abord, j'y suis défavorable, y compris pour des questions stratégiques, notamment par rapport à la dissuasion nucléaire, par rapport à notre autonomie, par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, mais là, il y a des défis aussi technologiques. Il y a des défis d'innovation qui sont pour nous tout à fait essentiels. Donc on est à la fois sur des choses très concrètes, d'avenir, du monde, et de choix industriels fondamentaux. Et là aussi, ça nécessite beaucoup d'unité. Le débat sur le nucléaire et puis un mot sur les retraites, parce que vous le savez, il y a du public avec nous. Il y avait évidemment des centaines de personnes connectées ce soir et qui vous écoutent, puis il y a du public et vous aurez des questions. Puis vous aurez à la fin de cette émission un éditorialiste qui viendra vous challenger, qui vous écoute consciencieusement, qui prend des notes et il viendra à sa manière peut-être vous reposer des questions ou vous demander des éclaircissements à certains propos que vous avez tenus pendant notre émission. On va faire une toute petite pause en images et puis on va donner la parole au public parce que je suis persuadé qu'il y a des questions parmi tous les sujets qu'on vient de balayer. Quelques images et les questions juste après. Retour en plateau. Y a-t-il des questions? D'abord, c'est une question simple parce que beaucoup de sujets ont été traités. Une question au premier rang. On vous écoute, cher monsieur Romain. Oui. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Romain Rousseau, rédacteur en chef de l'Hémicycle. J'avais une question sur la dimension économique. Je voulais savoir quels étaient, selon vous, les grands défis à venir de la campagne, parce que là, on a beaucoup parlé de thématiques régaliennes,
Or, comme on l'a souligné, effectivement, le coût de la vie, la question du pouvoir d'achat reste importante dans ce scrutin, en tout cas dans la campagne perçue par les Français. Je voulais avoir votre analyse sur les grands défis dans un contexte post-Covid que la France doit résoudre. Merci. Une vaste question, mais voilà. Peut-être et vous avez 30 secondes, bien sûr. Question large, non, mais en évoquant transition écologique, on abordait une partie de ces questions liées à la fois au pouvoir d'achat et aux choix industriels. Moi, j'en vois 3. Il y a celui de notre autonomie stratégique, au plan français comme au plan européen. On le voit bien, c'est une des... je crois, conclusion de cette crise sanitaire sur le plan du médicament, des vaccins. On voit bien la crise qui touche une partie de l'industrie automobile en Allemagne, en France, parce que nous ne sommes pas alimentés en composants fabriqués à Taïwan. Des usines ont fermé là. Hein. Exact, ou sont en chômage partiel. Exactement. Ce qui concerne les batteries, la réimplantation ou la réindustrialisation d'un certain nombre de nos territoires. Et on met le paquet au plan européen et français dans la transition écologique, dans le digital, dans l'innovation et la recherche. Et je rajoute, parce que ce n'est pas dans les 5 priorités, et dans l'école et l'université, parce que c'est là où nous sommes en train de décrocher par rapport à l'Asie. Donc ça, c'est les grands éléments. Et là, France et Europe ensemble. Seuls, nous ne pouvons rien. Il ne faut pas raconter d'histoire aux Français. Il y a un deuxième sujet qui est un sujet de compétitivité de nos entreprises. Là, c'est plus propre à la France. Donc, il faut continuer les réformes que moi j'avais entreprises, je pense à celle du marché du travail, que Emmanuel Macron a poursuivi, mais avec un autre sujet qui est le sujet des salaires. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. On augmente les salaires ou pas? Parce qu'il y a eu un échange entre le patron du MEDEF et Bruno Le Maire, l'un disant à l'autre, tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Le problème, même si c'est passager, c'est qu'on va avoir une inflation de 4% qui monte. Et les salaires ne suivent pas. Donc je pense que là, il faut que les partenaires sociaux, par branche ou par entreprise, mais par branche, par secteur, négocient, parce que là, on va avoir un vrai sujet, niveau du SMIC, niveau des salaires. Là, je pense qu'on est à un moment, bien sûr, on a une très forte croissance qui le permettrait, mais on sait que cette croissance, c'est essentiellement du rattrapage par rapport à la crise que nous avons connue. Et on se dit, on est sauvé. Bon, donc on a là un vrai sujet. Et le troisièmement, c'est qu'on a une croissance forte. On a une partie du pays qui va bien, mais de l'autre côté, on a de la précarité, des gens qui décrochent, illustrés évidemment par le mouvement il y a 3 ans des Gilets jaunes, mais c'est un ressenti puissant qui touche d'ailleurs doucement là. Pouvoir d'achat, niveau des retraites notamment, bien sûr. les petites retraites. Donc là, on voit bien qu'on est face à des vraies difficultés. Or, quand on a une période de croissance, il y a toujours 2 voies possibles, c'est l'augmentation des salaires, et de l'autre, c'est utiliser cette croissance pour faire baisser nos déficits publics et notre dette, ce qui n'est pas le cas. Les arbitrages vont être très difficiles. Et moi, je pense qu'on ne peut pas ne pas augmenter les salaires, on ne peut pas ouvrir un débat sur ce sujet-là et sur le pouvoir d'achat ou sur le coût de la vie. Donc je pense que c'est ça les défis. Autonomie stratégique, compétitivité de nos entreprises, pouvoir d'achat et niveau de vie de nos compatriotes. On va voir un nouvel item. Juste d'un mot, je me souviens des reproches, j'étais à l'Assemblée à l'époque, qui avait été fait à François Hollande et à vous indirectement sur ces choix. Ça vous arrivait d'avoir quelques reproches, oui. Sur vos choix économiques, sur ce pacte de responsabilité. Les frondeurs disaient, mais vous n'êtes plus socialiste, vous n'êtes plus à gauche, vous aidez les entreprises. Vous n'avez pas changé de ligne sur ce sujet. Il fallait aider les entreprises pour qu'elles puissent retrouver des marges, de la compétitivité. Ça vous avait été reproché à l'époque. Le problème, c'est que nous ne l'avons pas assumé. Enfin, moi, je l'ai assumé. C'est qu'il y a eu, il faut bien se rappeler, d'ailleurs, moi, je pense que Nicolas Sarkozy a fait face avec courage à la crise financière de 2008, mais elle s'est traduite aussi par une augmentation importante des impôts, des prélèvements sur les entreprises et sur les ménages, avec les 2 dernières années de François Fillon et les 2 premières années du mandat de François Hollande avec Jean-Marc Ayrault. Et en 2014, le président de la République change de politique sans le dire. Je parle de François Hollande, avec son pacte de croissance qui vise à redonner des marges et de la compétitivité aux entreprises. Je suis nommé d'une certaine manière pour porter cette politique. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est ce qu'on appelle la politique de l'offre. Et on baisse à partir de ce moment-là, avec le CICE, mais on baisse les prélèvements. N'est pas une politique socialiste. Non, bah oui, mais moi je ne sais pas ce que c'est vraiment. Moi, je pense que ce qui marche, c'est la compétitivité
compétitivité des entreprises, ça permet de créer de l'emploi et d'améliorer la vie des gens. Et je vois que là-dessus, il ne peut pas y avoir de changement. Mais le vrai sujet, c'est qu'il faut continuer, et notamment vis-à-vis de nos PME, qui sont toujours fragiles, qui sont moins compétitives que les boîtes allemandes de même niveau. Donc il faut utiliser ce moment-là pour gagner en compétitivité, la recherche, l'innovation, le crédit impôt recherche qui est quelque chose qui fonctionne bien, et ne pas se perdre dans des débats sur la réduction du temps de travail, même si le débat sur les conditions de travail de nos salariés... L'Espagne passe à la semaine des 4 jours. Vous avez vu que l'Espagne réfléchit à la semaine des 4 jours. Je m'autorise. Entre réfléchir et le passage à l'acte. Non, il y a des vrais débats de fond que la crise sanitaire a ouvert sur comment on travaille dans l'entreprise, la question du télétravail, etc. Donc, selon les entreprises, etc., même si on avait dit que tout le monde restera à la maison, il y a quand même, on voit bien... Les gens veulent revenir aussi. Il faut revenir, puisque le travail fait partie de la vie. La question de la valeur travail, c'était un des grands thèmes de l'élection présidentielle de 2007, et je crois que c'est toujours présent. Mais là, on a quand même un débat toujours sur la compétitivité de nos entreprises. Donc, le choix de l'offre que nous avons fait il y a 5 ans, croissance zéro à l'époque, et nous étions sous surveillance depuis un certain temps de la Commission européenne. Ce choix, je l'assume, je ne le regrette pas, et c'est terrible d'ailleurs, ce qui explique pas seulement, mais en grande partie, pourquoi le Parti socialiste s'est brisé sur ce débat, qui est le débat à la fois européen et le débat sur le pilotage économique. D'ailleurs, dans cette période finalement de flottement, vous ne regrettez pas finalement de ne pas vous être présenté à l'élection présidentielle, portant le discours que vous avez aujourd'hui? Là, maintenant? Pas maintenant, à l'époque. Puisque François Hollande parle d'Emmanuel Macron en disant, mais oui, vous aviez dit qu'on ne parlerait pas de la course des petits chevaux. Mais non, mais moi j'étais candidat à la primaire dans des pires conditions. D'abord, c'était mal organisé, puis surtout parce que François Hollande, à ma grande surprise, contrairement à ce qu'on a raconté, avait renoncé à être candidat. Et c'était très difficile pour son Premier ministre de réussir. Si je n'avais pas été candidat, je l'aurais peut-être regretté toute ma vie. Donc, vous savez, vous l'avez fait. Il ne faut jamais vivre avec des regrets. La seule chose, c'est que j'ai envie que mon expérience soit encore utile aujourd'hui, parce que je continue à être stimulé par le débat. Débat passionnant, échange passionnant, le temps file. Autre thème, le pessimisme et l'optimisme des Français. Ça, c'est un sujet parce que vous l'avez évoqué au début de l'entretien, en évoquant un optimisme, mais en étant matiné de l'idée qu'il fallait quand même accélérer et transformer. Laure, c'est intéressant là, ce qu'on va découvrir, parce que les Français sont majoritairement plutôt pessimistes dans cette animation. Alors, ils sont majoritairement pessimistes quand ils pensent à la campagne. Quand on leur dit que ressentez-vous par rapport à la campagne qui va précéder cette élection, effectivement, c'est le premier sentiment, c'est le pessimisme. Alors, pourquoi le pessimisme? Ce qu'ils nous disent les Français, c'est j'ai peur qu'on ne parle pas des sujets qui m'intéressent. Et c'est là aussi où c'est important que nous soyons là pour les mettre aussi sur le devant de la scène, qu'on ne parle pas des sujets qui nous intéressent, que les échanges soient trop violents aussi. C'est quelque chose qui les inquiète beaucoup. C'est mal parti ça là. On parlait... Non mais c'est vrai qu'on parlait de cette France qui était fragilisée, etc. Il y a quasiment des réactions épidermiques aujourd'hui à l'agressivité, à l'humiliation publique aussi qui peut avoir lieu dans certains débats. Donc c'est quelque chose... Le respect, la dignité de chacun. Oui. Exactement, et c'est quelque chose qui est très important, surtout quand on parle de l'élection présidentielle, parce que c'est une élection aussi assez émotionnelle, où le ressenti est très... Laure, ce qui est intéressant, c'est que vous dites les Français veulent qu'on parle du fond, et d'ailleurs c'est tout l'objectif de cette émission, d'aller au fond, puis en même temps, quand vous interrogez les Français dans le sondage, ils vous disent quand même qu'ils vont plutôt voter pour la personnalité, je dirais le charisme du candidat, et un peu moins pour le programme. Donc finalement, on en perd un peu son latin, puisqu'on élit un président, on élit un homme, on élit un projet, et on élit quelque part une énergie. Et on ne sait pas quelle est la part du vote pour ou du vote contre. Du vote d'élimination. C'est ça. Ou pas. Vous trouvez où là dans ces... La dernière élection vraiment positive, je crois, a été celle de 2007, où vraiment entre Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, avec un projet, effectivement. Avec François Bayrou, il y avait les options, et d'une certaine manière, l'échec de Nicolas Sarkozy, pour différentes raisons, personnelles, politiques, et puis de contexte, compte beaucoup aussi dans la désaffection générale que nous... Non, mais moi, il y a de l'optimisme personnel, encore je le répète, et qu'il y a un double pessimisme. Il y a un pessimisme par rapport à la campagne, si j'analyse bien le sondage, et il y a une forme d'angoisse par rapport à l'avenir du pays. Moi, je pense que la question du ton est importante. Moi, je peux exprimer, j'ai débattu avec lui d'ailleurs de manière extrêmement rigoureuse, mes désaccords de fond, de valeur même, avec Éric Zemmour, sans le traiter de fasciste et sans crier. Et les politiques doivent être, surtout quand on aspire à être
le chef de l'État doivent être au niveau de cette attente des Français. Il y a une grande erreur, moi je crois, des responsables politiques depuis des années. C'est de croire qu'ils sont comme les Français. Enfin, ils sont Français, ils sont comme les Français, mais qui doivent se mettre au niveau. De ce point de vue-là, l'un des mots les plus erronés de l'histoire politique, ça a été celui de François Hollande. Vous voulez, je suis un président normal. Non. On n'est pas normal. Ça si ça voulait dire, je veux être serein, oui, bien sûr. De la normalité comme un citoyen de la République. Mais non, parce que le seul fait d'être, comment dire, de vouloir représenter le peuple, même au niveau local, d'abord il faut un peu d'ego, il faut un peu de courage aussi, et la démocratie, c'est une transcendance, c'est pas technique. Il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Sinon, les gens vont chercher des leaders de régimes autoritaires pour les représenter. Donc, il faut qu'ils soient au niveau, il faut qu'ils soient au-dessus et en parlant à la fois du destin du pays, bien sûr, des problèmes de fond. En relevant, on n'a pas évoqué la question des retraites. Les Français sont angoissés parce qu'on parle de réforme de retraite sans savoir de quoi on parle. En général, quand ils entendent réforme des retraites, ils comprennent, que les pensions vont baisser. Et on va travailler plus longtemps. On va travailler plus longtemps. On va travailler plus longtemps. On n'a pas le choix, j'imagine. Mais pas l'espérance de vie. Mais après, il faut l'adapter à chacun, à chaque parcours. Donc, oui, c'est vrai, il faut répondre à cette angoisse générale et très précise, très concrète. Laure, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir poser la question directement à Manuel Valls, qui fait partie des citoyens français. Alors vous avez interrogé les Français sur ce dernier item, là c'est intéressant parce que pour les Français, rien n'est joué. Mais ce qui va compter, c'est la personnalité des candidats. Regardez ce nouvel élément du sondage. Alors dans cette élection, rien n'est joué, disent-ils, une surprise est possible. Ils sont d'accord à 69%, au moment où nous nous parlons. La fidélité. Ce qui veut dire aussi, attention, importance de la campagne. Exactement. Et on va écouter, on va regarder la campagne avec attention et quelque part, ne nous volez pas ce temps de campagne. On en a besoin et je pense aussi qu'on en a besoin pour refaire du collectif. Alors on parle souvent, on dit souvent, les gens ne veulent plus être ensemble, il n'y a plus de vouloir vivre ensemble, etc. Nous, dans nos enquêtes, c'est plutôt l'inverse qu'on voit. Alors certes, ce n'est plus le collectif d'il y a encore quelques années. C'est un nouveau collectif qui est en train de se recréer, qui n'est pas facile à mettre en place, mais en tout cas on voit cette volonté et je pense que vous l'avez certainement vu aussi dans tout l'exercice de votre pouvoir aussi, voilà, cette volonté de recréer quelque chose. Oui, il y a beaucoup de générosité chez les Français. Ce que j'appelle, c'est un peuple très, très politique, qui aime la politique. Qui aime la politique, qui croit au fond à participer à un collectif. Ce sont chaque individu, c'est ça ce qui est beau de l'être humain, sa personnalité. Il est à part, mais en même temps, il veut se fondre dans un projet collectif. Et donc, le rôle des responsables politiques serait plutôt, même si je reconnais que c'est difficile, de les entraîner. Il y a des causes quand même. Le destin de la France, l'avenir de la planète, la lutte contre le terrorisme, notre sécurité, il y a de l'angoisse et de l'indifférence, notre identité. Quand même, Il y a de l'indifférence. Oui, c'est-à-dire on tourne le dos aux politiques. Mais moi j'ai vu une générosité incroyable des Français. C'est vrai, y compris pour accueillir des réfugiés, on l'a vu. C'est vrai pour le Téléthon, c'est vrai pour des grands événements culturels. Donc, puis il y a un appétit de vivre après cette période particulièrement difficile que nous avons vécue partout. Non, je pense qu'il y a... Mais vous savez, les politiques doivent être à la hauteur des attentes des Français. Les Français, ils sont sévères avec leurs responsables politiques parce que nous n'avons pas été. Évidemment. Mais vous mettez quoi? C'est sur un trend de 30 ans, de 25 ans? Oui, les politiques n'ont pas répondu aux enjeux. Si on regarde objectivement, la crise de la démocratie représentative, elle est partout dans toutes les sociétés occidentales. Mais la nôtre, puisque nous sommes un peuple, je le répète, très politique, très centralisé, avec le président de la République. C'est unique. Aux États-Unis, ils ont le même jour, ils élisent le président, mais aussi le Congrès, et puis jusqu'au shérif. Et puis là-bas, c'est un État fédéral. Et le président est davantage contrôlé que ne l'est chez nous, notre président de la République, par le Parlement, par le Congrès. Donc tout se joue à ce moment-là. Donc il faut savoir entraîner et leur offrir aussi une méthode. Comment on va gouverner, comment on va, vous l'avez dit, le sentiment d'humiliation, un livre de Pierre Rosanvallon publié il y a quelques semaines, est assez juste sur le fait que le destin individuel, les brisures, les cassures des parcours, un divorce qui entraîne du chomage ou un éloignement, une paupérisation, la perte du logement, les épreuves, les accidents et les épreuves de la vie comptent beaucoup. Donc il faut que le politique soit capable de définir un destin
et de trouver les moyens. La tâche est difficile, hein, on se demande comment il y a encore penser des candidats. loin et agir court. Et agir court, comme on disait. Donc Juste, c'est intéressant parce que dans les items que vous proposiez aux Français, alors il y a le premier qu'on vient de traiter, hein, rien n'est joué à 69%, mais les Français, disent-ils, vont davantage s'attacher au programme qu'à la personnalité qu'il apporte. Et là, ils sont moins nombreux à le dire. Ils sont que 31% à dire d'accord, ça sera le programme. Question très simple. Et puis, vous aurez évidemment, parce qu'on réserve beaucoup de surprises dans cette émission, à la fin de chacune de nos émissions, vous aurez un éditorialiste qui viendra, je l'évoquais, vous challenger. Et ce sera Éric Revel qui sera avec nous dans quelques instants et qui vous a écouté avec beaucoup d'intérêt. 31% seulement considèrent que c'est le programme. Pour être élu président de la République, on est élu sur un programme ou on est élu sur sa personnalité, son charisme, son énergie, son appétit? Les deux, mon capitaine. Il y a forcément la personnalité, il y a ce qu'on entraîne, ce que vous appelez l'énergie, le chemin qu'on trace, l'idée, une idée qui correspond au fond. Ça peut être l'énergie, l'apaisement, le renouvellement, c'est ce qu'incarnait évidemment pour ce dernier point Emmanuel Macron. Je ne suis pas sûr que le bilan compte beaucoup, même si ça pèse, bien évidemment. Et puis 3, 4 5 idées. Hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça qui va essentiellement compter. Mais vous voyez, les Français veulent qu'on leur parle des sujets concret, et de l'autre côté, ils attendent beaucoup d'une espèce de schizophrénie. Mais cette élection va être très parce qu'ils voient bien qu'il n'y a plus les partis, ils voient bien qu'il n'y a plus les programmes clés en main. L'homme providentiel, ils l'attendent. C'est pour ça que je crois que la question de la méthode et la manière dont on gouverne et de l'unité nationale seront des thèmes qui seront... C'est ce que vous portez, une grande coalition allant très largement de la gauche à la droite. Il y a la question effectivement de la méthode, il y a la question aussi du sens que l'on donne à toutes ces politiques et à toutes ces idées. Vous parliez d'une idée. Ce qu'attendent aussi les Français, et notamment pendant cette campagne, c'est quel est le sens que tel et tel candidat vont donner il y a double à leur sens, programme. Dans ce mot sens qui est un mot, il y a sens, sensualité, tout ce que nous sommes, c'est un beau mot. Il y a l'idée au fond du sens où on va, mais aussi le respect de chaque individu, que les gens se sentent entraînés dans ce projet collectif. C'est évidemment très difficile. Ce n'est pas une question de proximité. De Gaulle, c'était une autre époque, mais il n'était pas proche des gens, mais il était proche par son aura, par sa force, par la puissance aussi, de l'histoire, par son génie politique et français. Il faut réussir ça. Mais je pense qu'on ne peut pas être seul. Là maintenant, il faut. On ne peut plus être seul. Non, il faut être. Là, les anciens responsables, les anciens présidents n'étaient pas tellement seuls. Ils avaient des équipes, des partis, des générations de gens qui venaient, parfois y compris leurs propres adversaires dans leur parti étaient au gouvernement pour les aider, pour les entourer. Donc, là, Manuel Valls, quand François Hollande, ça sera ma dernière question sur la course de petits chevaux, mais quand il dit finalement à gauche ce sont des Lilliputiens, moi j'entends chez François Hollande l'idée que les candidats dans cette élection présidentielle ne sont pas à la hauteur des défis que vous évoquez. C'est-à-dire que finalement, on n'a pas la classe politique à la hauteur des enjeux qui nous attendent. Oui, mais c'est... Vous êtes d'accord avec François Hollande sur ce point? Non, mais c'est surtout, je pense que la destruction, la gauche n'est pas à la hauteur de la situation, et elle le paye au prix fort, ne parlons pas des personnalités. Jean-Luc Mélenchon, tout m'oppose, mais a fait un score remarquable il y a 5 ans. Mais la gauche, elle est entre 2, 5, 8 et 10, 9% selon les candidats. Elle est à moins de 30%. Elle est hors jeu. Et de l'autre côté, la droite républicaine, pour le moment, attendons leur prochain congrès, n'est pas en capacité, alors que ses idées sont puissantes dans le pays, qu'elle tient les territoires, l'immense majorité des villes autour de 10 000, 20 000 habitants, la moitié des régions, les 2 tiers des départements, tient le Sénat, n'y arrive pas. Et donc, il y a une responsabilité historique de ces partis politiques. C'est à eux, c'est même pas ma faute, c'est pas celle de Hollande, c'est pas celle de Sarkozy, c'est facile à dire. Non, il y a une vraie responsabilité à ce moment-là. Donc oui, là, il y a... Et c'est pour ça que moi-même, je suis un peu parfois porté par une forme de vertige, d'angoisse plus politique, parce que je me dis, qu'est-ce qui va se passer? On peut même élire quelqu'un, et alors, d'où la question sur législative, comment on fait pour
pour gouverner. Attention, si les partis peuvent disparaître du jour au lendemain, c'est pas le cas dans les autres temps déjà. Oui, moi j'avais parce que prophétiser cette disparition des partis. Je le voyais, c'est bien d'être un prophète. Vous gagnez au moins cette épithète, mais bon, vous vous retrouvez un peu angoissé devant le vide et devant le trou qu'il y a devant vous. Manuel Valls, c'était un vrai plaisir avec Laure. Non, c'est passionnant les sujets là. Et d'autres items. Alors le dernier, le paysage politique français, puisqu'on va aller au bout de cette, parce que je trouve que cette page-là est passionnante. Elle est pleine de contradictions. Puis on va accueillir évidemment Éric Revel, mais le paysage politique français est clairement défini en ce début d'automne 2021. Alors 29% disent oui, je suis d'accord. Donc ça veut dire que on est dans un paysage mouvant, pas clair. Est-ce que c'est l'image que vous avez ou de ce que vous nous dites dévasté, là? Moi je dirais Dévasté. Et donc du coup toutes les aventures sont... De toute façon, l'élection de 2017 a tout renversé. Bien sûr, ni gauche ni droite. Et on ne sait pas si Emmanuel Macron était la cause ou la conséquence de ce dégagisme. Et on trouve toujours plus dégagiste que le risque est là. Que soit le risque là. Et puis on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump. On voit un peu ce qui se passe partout. Les gens recherchent la nouveauté qui vient hors des murs politiques. Donc du coup, on est face à... De l'autre côté, je pense que les Français aussi diront, attendez, là on s'amuse, ça nous intéresse, et puis à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On verra. On a cru ça aux États-Unis. Hein. Et Trump est passé. Les journalistes, souvenons-nous. Et il était le candidat d'un grand parti. Exactement. Et soutenu de loin, mais soutenu quand même par un grand parti. Alors, un dernier mot et puis quelques images avant d'accueillir Éric. Je pense effectivement que depuis 2017, les Français se disent aussi tout est possible. C'est-à-dire que finalement, l'impensable finalement. Donc aujourd'hui, il incarnait ça, Emmanuel Macron. Voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, pourquoi pas. Et puis dernière chose, vous disiez, voilà, il y a un peu un côté schizophrénique chez les Français. Moi, je dirais que c'est surtout la complexité finalement de l'être humain qu'on voit ici et à quel point le comportement aussi électoral est complexe à décrypter. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment. Faites un métier difficile, Laure. Mais exactement. Mais non, c'est vrai. Non, le métier le plus difficile, c'est nous, parce que vous, elle fait un métier difficile, mais il faut s'aider de cela pour trouver ensuite les mots, les slogans. Mais attention, parce que quand on parle mots et slogans, c'est indispensable. Vous avez ceux qui frappent dans le mille, mais qui peuvent gagner, par exemple, la campagne du Brexit, quitte à mettre la Grande-Bretagne dans le fossé. Donc, faut qu'on fasse attention, mais il faut que ceux qui aiment ce pays et qui restent optimistes, il faut qu'ils trouvent aussi les mots et la manière de convaincre. Moi, je veux aider à ça. Je ne suis pas candidat, mais je veux aider à ça. On fait une toute petite pause en images et on accueille un éditorialiste. Vous le connaissez, Éric Revel. Il va nous rejoindre. Éric, ce sera la tradition. Alors, difficile de parler de tradition quand on fait une première émission. Je suis très honoré d'être en face de Manuel Valls pour cette première. Absolument. Éric Revel, directeur de la publication de l'Hémicycle, que j'ai montré tout à l'heure, cette revue. Vous avez été pendant une heure très discret, vous avez pris des notes, vous avez écouté Manuel Valls. Je vous ai vu prendre des notes. Qu'est-ce que vous tirez de cet échange, des propos de Manuel Valls? Quelle sensation, quel sentiment vous avez là, après 45 minutes d'échange? On voit que Manuel Valls continue d'aimer beaucoup la politique, de s'y intéresser beaucoup, et peut-être d'avoir une idée derrière la tête pour les années qui viennent. C'est l'impression que vous donnez, mon cher Manuel Valls. Alors, très rapidement, je vais scinder mes questions en deux parties. Questions très rapides, donc réponse très rapide. Première partie sur tout ce que vous avez dit en préambule, puis ensuite votre façon d'interpréter les thèmes sur l'immigration, le réchauffement climatique, le nucléaire et l'inflation. Vous avez dit tout à l'heure, avec inquiétude, il n'y a plus de partis politiques qui structurent la vie politique française, mais la faute à qui? À la gauche de gouvernement et à la droite de gouvernement. Oui, je viens de le dire d'ailleurs d'une certaine manière. Bon, et puis de toute façon, à des formes d'organisation et c'est toute la contradiction, en tout cas la complexité du sujet, à des formes d'organisation qui sont absolument plus adaptées au monde des réseaux sociaux, à des sociétés horizontales, à la manière de militer et de s'engager. La gauche notamment, les partis imaginés au XIXe siècle pour être des contre-sociétés, des contre-modèles, au modèle capitaliste et au pouvoir de la bourgeoisie, je mets des guillemets, je veux effrayer personne ici, oui, ça c'est totalement dépassé. On n'a pas réussi à inventer, on tourne autour, ce que Ségolène Royal avait essayé de mettre sur la table en 2017 avec son mouvement Désir d'avenir, la démocratie participative, mais on n'arrive pas à trouver vraiment le bon fonctionnement. Mais la faute, oui, bien sûr, aux deux grandes formations politiques. Oui. Alors je ne veux pas faire le malin, mais il y a une phrase quand vous avez parlé de ce tournant
quinquennat de François Hollande, de Confucius qui me revenait à la tête, c'est l'expérience est une lanterne qui, accrochée dans le dos, ne sert à éclairer que le chemin parcouru. C'est pas la première fois qu'un président socialiste prend un virage à 180 degrés. Vous vous souvenez sans doute que Mitterrand, en 83, change totalement de politique et met la gauche et le Parti communiste qui gouverne avec lui dehors. Ça n'a pas le même niveau de changement, celui de janvier 2014. Il y en a eu d'autres. Hein. Jacques Chirac se fait élire sur la fracture sociale et ça se termine avec Alain Juppé et les ordonnances. Non, ça j'ai bien compris, mais c'était parce que pour vous dire qu'entre les deux, il y a eu Jacques Chirac aussi. Mais, et puis la réalité. Non, il y a eu. Je me rappelle que moi j'avais mené une campagne pour les primaires de 2011 où j'avais fait un score magnifique de 6%, mais c'est d'ailleurs assez étrange, vous faites 6% à une primaire et vous devenez ministre de l'Intérieur, vous êtes incontournable, vous faites 40% et quelques à une autre primaire et vous êtes mort politiquement. C'est les joies de la politique. Je reviens à l'essentiel. Tout se joue dans la campagne de 2012. Vous savez, quand on n'est pas préparé, quand on joue 10 ans dans l'antisarkozisme et on se retrouve face à la réalité économique, c'est-à-dire croissance zéro, on mène pendant 2 ans une politique erronée d'augmentation des impôts. Et ce changement était indispensable. Alors vous avez dit tout à l'heure, mais mal compris, et parce qu'en plus pas assumé, pas expliqué. L'élu, le locataire de l'Élysée, il doit incarner la nation. Est-ce qu'à votre avis, Macron incarne l'autorité aujourd'hui, et je rajouterais l'autorité républicaine? Non, l'autorité, il l'incarne, incontestablement. Incontestablement. Je sais qu'on parle de l'expérience, il n'a pas été élu local. Il incarne, il fait président, je veux dire, à l'extérieur et chez nous. Même s'il y a de la colère, même s'il y a même de la violence, il y en a eu beaucoup, un peu moins aujourd'hui peut-être, mais ça se ressent dans la société à son égard. Je pense que Emmanuel Macron n'avait pas une culture républicaine quand il est venu. Mais que cette culture républicaine, elle s'est d'une certaine manière imposée à lui. Sur la laïcité, sur le combat contre les séparatismes, sur, au fond, l'ode à la République. Il est président de la République, je ne veux pas dire qu'il n'est pas républicain. Mais là, il y a la question de la République. Hein, c'est quoi la République? Quelles sont les valeurs qu'on fait vivre? Ça c'est un sujet, il ne le portait pas spontanément. Alors vous avez parlé aussi du roman national, qui est plutôt un thème cher à un historien de droite, Jacques Mainville. Pour vous, l'histoire de France, elle commence avec la Révolution française ou avec le baptême de Clovis? Avant même. Avant le baptême de Clovis. Oui, mais moi, c'est quelque chose. Avant même, oui. Oui, avant même. Non, mais oui, parce que c'est une. Vous savez, quand j'étais il n'y a pas si longtemps dans le sud, dans une ville que vous connaissez bien, là-bas, il y a tout ce qui est autour de la civilisation gallo-romaine. Bon, donc c'est une réalité. Donc non, moi je pense qu'il y a une continuité. Moi j'ai appris l'histoire de Michelet à l'école avec les dates, donc le baptême de Vercingétorix, le couronnement de Charlemagne, la bataille de Marignan, etc. Donc c'est une histoire avec ses zones de lumière et ses ombres, comme on dit, c'est une histoire. Je veux dire, Louis XIV et Versailles font partie de notre histoire. Mais je pense que c'est pas une césure seulement, parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais que la Révolution et la République, qui a mis du temps à s'installer jusqu'à la fin du XIXe siècle, comptent beaucoup du point de vue de la société démocratique dans laquelle nous vivons, même si c'est le fruit notamment des Lumières. Donc non, moi je suis passionné par notre roman national, par notre histoire, par le fait que nous sommes une nation et que c'est l'État qui est la colonne vertébrale de cette nation. Éric, une dernière question alors peut-être. Sur les thèmes, très rapidement, l'immigration, vous dites, bon, il faut de la fermeté au niveau européen, le couple franco-allemand qui est un peu fantasmé, qui sert à beaucoup de gens à construire l'Europe, l'Allemagne, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a eu une politique migratoire extrêmement proactive, puisque Angela Merkel a accueilli 1 million de migrants. Vous croyez à une fermeté européenne? Elle est indispensable à nos frontières. Je m'étais opposé d'ailleurs à l'époque au choix qui avait été fait par... Le bras de fer avait été tendu. Angela. Oui, y compris entre elle et moi. Oui. Même si j'avais compris le choix des Allemands qui obéissaient à beaucoup de raisons culturelles, historiques et économiques, parce qu'il y avait aussi la pression du patronat par rapport aux besoins de main-d'œuvre. Ils ont mis beaucoup d'argent pour intégrer, mais nous, on ne pouvait pas le faire. J'avais d'ailleurs été critiqué à l'époque par un jeune ministre de l'économie qui avait rompu la solidarité gouvernementale sur ce sujet-là. Il s'appelait Emmanuel Macron, je crois que c'est le même qui est aujourd'hui président, qui n'a pas ouvert les frontières. Bon, donc non, je pense que... Mais cette fermeté, elle est indispensable aux frontières de l'Union, notamment les pays qui sont en première ligne, je pense aux pays de la Méditerranée. Éric, vous avez encore une toute petite question. Moi, je pose des questions très courtes. Réchauffement climatique, je m'attendais à ce que vous disiez, mais en réalité, il y a des pays souvent pauvres qui risquent d'être submergés par l'eau, et donc on va avoir un flux migratoire supplémentaire.
Oui, c'est ce que j'ai dit en parlant essentiellement de l'Afrique. C'est moins la submersion de l'eau en ce qui concerne l'Afrique que, évidemment, la désertification. Et c'est un élément en cours. Mais il y a un sujet de réfugiés liés à l'eau. Évidemment, notamment dans le Pacifique. Mais c'est un sujet majeur. Les migrants climatiques, il y a en plus d'autres sujets qui se cumulent. Oui, bien évidemment. Sur le nucléaire, on n'est pas surpris de vous entendre, Manuel Valls, être pro-nucléaire, mais enfin, bon, ok, ça n'émet pas de CO2, mais on a quand même un problème de retraitement des déchets, voire d'approvisionnement en uranium. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que c'est une question stratégique. C'est pour ça que la question du Niger est tout à fait fondamentale. Les relations avec les pays, ce que la France fait dans ce domaine-là, oui, bien évidemment. Et la question de l'enfouissement des déchets, de toute façon, elle est déjà posée, la question de l'enfouissement des déchets par rapport au parc existant. Mais c'est un package, si vous me permettez cette expression. Donc il faut l'assumer et en toute transparence. Les Français restent favorables quand même, je crois. Sur la question du pouvoir d'achat. Oui, non, mais parce que celle-là, elle est importante parce que j'ai noté une contradiction chez Manuel Valls. C'est possible. Importante, oui. Vous dites, bon, il y a un problème de salaire parce qu'il y a de l'inflation. Vous avez raison. Mais pardon, en augmentant les salaires, vous allez augmenter l'inflation. C'est vrai. J'assume cette contradiction, mais je pense j'espère que l'inflation sera, pendant un certain temps, sera provisoire. Mais je suis convaincu qu'on a un problème de salaire. Et notamment sur les bas salaires. Là, on a peut-être pas lié uniquement à l'inflation. Qui est général. On voit bien que les gens n'y arrivent pas. Donc on peut baisser les prix. C'est pas facile. On peut lutter contre l'augmentation du prix de l'essence ou du gaz ou du fuel. Au fond, c'est les deux, se chauffer et se déplacer, les deux choses fondamentales. Mais on peut contrôler mieux les prix dans l'agroalimentaire. Enfin, ne nous racontons pas d'histoire, c'est compliqué. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution nécessaire des salaires. Merci Manuel Valls. Merci à vous, Éric Revel. Heureux de dialoguer avec vous. Merci Éric Revel. Merci Laure Salvin, directrice Kantar Public France, avec ce sondage passionnant sur le fond, questions ouvertes. Et grand merci évidemment Manuel Valls d'avoir répondu sans détour à toutes nos questions. Vous étiez notre premier invité, vous avez donc inauguré Défi 2022. Je voulais montrer, avant de nous quitter, penser l'état d'après. Le nom du prochain président, donc il faut Alors, attendre le mois de Manuel mars. Valls, je vous ai vu réagir tout à l'heure, c'était Mathieu Gabet, donc le président d'EPOCA, qui, sur ce plateau, a donc été enregistré, il nous annoncera en mars, et vous serez peut-être d'ailleurs en tribune, et vous viendrez pour découvrir le nom, le visage de celui qui sera ou celui qui sera le futur président. Pensez l'état d'après, c'est l'hémicycle. C'est la revue L'Hémicycle, une revue passionnante. Merci à vous, merci vous qui nous avez suivis, merci vous qui étiez dans la salle, merci à vous, Manuel Valls. Bon vent, comme on dit. À très bientôt. À très bientôt, merci. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le studio Victoire qui nous accueille aujourd'hui.